Le sujet de la cyber est un sujet crucial pour la souveraineté nationale, souveraineté européenne, souveraineté économique. On a déjà perdu la bataille des agences de notation du point de vue financier. Aujourd'hui, Standard & Poor's, par exemple, pour ne citer que eux, peuvent dégrader la note d'un État, la note d'une entreprise, ce qui lui rend la vie très très difficile ensuite sur le marché, en termes d'emprunt, en termes d'évolution et en termes de développement. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le monde de la cyber, je vous emmène à la rencontre de Valeria Faure-Muntian. Bonjour Valeria. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Valeria Faure-Muntian, je suis actuellement présidente de l'association Women for Cyber. Et auparavant, j'étais parlementaire à l'Assemblée nationale pour le groupe majoritaire entre 2017 et 2022, où j'ai consacré mon mandat à travailler sur la numérisation de l'économie de l'État ainsi que de la protection économique, donc en termes d'intelligence économique et de cybersécurité. Très clair, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le sujet de la cybersécurité est arrivé dans votre carrière politique ? Il est arrivé spontanément parce que je souhaitais visualiser le niveau d'autonomie en termes de sécurité de nos entreprises. Quand j'ai commencé à travailler à la Commission des affaires économiques, c'est surtout l'intelligence artificielle qui m'avait attirée. Puis, naturellement, la blockchain est venue comme une innovation à décortiquer aussi à destination de mes collègues parlementaires dans le cadre Office parlementaire des sciences scientifiques et technologiques. Et le nom est compliqué, donc le temps de se le rappeler. Ensuite, j'ai travaillé sur le droit de la concurrence et les plateformes. Naturellement, quand on travaille sur l'intelligence économique, sur la protection des agents économiques, la cybersécurité fait partie du lot, même si ça n'était pas envisagé comme ça en 2017. Ayant en plus présidé le groupe d'études d'assurance, j'ai voulu travailler sur le sujet épineux de la cyberassurance. Donc la cybersécurité s'est imposée comme un fil rouge finalement de la protection des agents économiques. Et vous, pourquoi c'est un sujet qui vous intéressait, le niveau de cybersécurité de nos entreprises justement à l'époque ? Pour qu'un État fonctionne bien, il faut qu'il ait une économie saine. Pour moi, c'est primordial. Et je vois les États autres qui n'ont pas développé de programmes économiques, qui n'ont pas apporté de soutien à leur économie. C'est des États qui ont beaucoup de mal à se développer. Même si l'économie se développe parallèlement seule, sans le soutien de l'État et sans l'encadrement de l'État, ce sont des pays qui n'ont pas acquis une certaine puissance. La France est un État puissant, mais dans l'économie, a connu des coups difficiles, on le sait, et qui, surtout, un État très protecteur. On voit bien qu'aujourd'hui, l'État français ne peut plus faire face à l'ensemble des paramètres de sécurité des agents économiques. C'est plus l'État-providence qu'il a été pendant les 30 Glorieuses. Et donc, il est utile de trouver les outils à destination des entreprises, qu'elles soient régies par le marché ou qu'elles soient régies par la loi, dans le but de protéger l'économie. Pourquoi protéger l'économie ? Parce qu'elle est gage du budget de l'État. C'est bien l'économie qui contribue à travers, d'une part, l'imposition des entreprises, d'autre part, l'imposition des salariés. C'est l'économie qui crée les emplois et qui crée l'activité. C'est l'économie aussi qui pèse du point de vue diplomatique sur la scène internationale. Un pays à PIB faible a très peu de chances de peser sur les décisions internationales, quelle que soit sa place historique. On voit bien, même en Europe, des pays qui étaient extrêmement puissants avant la Seconde Guerre mondiale déclinent parce que leur PIB est faible. Donc, il est crucial de s'assurer du fait que notre économie soit saine, correctement protégée vis-à-vis de la prédation, quelle qu'elle soit, prédation économique, prédation criminelle, et ainsi se garantir la capacité de porter un certain nombre de réformes, puisque ça, c'est solide. Justement, donc vous dites que la cybersécurité est un sujet économique, c'est un sujet qui est devenu aussi politique.
Vous êtes aussi à l'initiative du rapport de la cyberassurance sorti en octobre 2021, donc il y a un an tout pile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était alors l'enjeu autour de ce rapport il y a un an ? Moi, la cyberassurance, j'en parle depuis 2017, la création du groupe d'études d'assurance. Je vous avoue que ce soit les industriels de l'assurance, que ce soit les entreprises utilisatrices potentielles de cette solution, et même l'industrie cyber en 2017, étaient assez interloqués par ma façon de voir les choses et surtout que j'évoque ce sujet. D'aucuns disaient que ce n'était pas un problème, qu'il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas de quoi monter le sujet en épingle, qu'il n'y avait pas de besoin réel, que le marché tel qu'il était, il fonctionnait. Voilà, c'était un non-sujet. En 2017, vous dites que c'était un non-sujet. On ne parlait pas de cybersécurité à l'Assemblée nationale ou dans aucun ministère. C'était pas un sujet. C'était pas un sujet important pour l'État, c'était pas un sujet pour les agents économiques non plus. J'avais consulté évidemment les entreprises et c'était un non-sujet. Et puis, j'avais fixé plusieurs priorités. Donc, j'ai travaillé sur d'autres priorités. Et en 2020, la cybersécurité s'étant imposée à travers la crise de la Covid, c'était le moment de pouvoir produire et que ce rapport soit porteur. La preuve, on en parle aujourd'hui. Et donc, en 2020, avec mes collaborateurs, nous nous sommes attelés à produire ce rapport qui a été publié en 2021 parce que plusieurs enjeux. D'une part, la cybersécurité n'est pas une fin en soi et ne suffit pas à elle-même. C'est-à-dire que le risque résiduel persiste quoi qu'il arrive et ce risque résiduel doit être assuré dans le but d'accompagner des entreprises qui finissent par avoir une attaque qui réussit. Ensuite, parce que le marché lui-même n'avait pas bougé d'un iota depuis 2017, contrairement à l'image qu'on en a, parce qu'en fait, les chiffres s'expliquent, et je l'explique dans le rapport, il y a une augmentation, mais elle n'est pas absolument réelle, elle ne démontre rien en termes d'évolution du marché. Et ensuite, parce que, à mon sens, la prévention en cybersécurité est indispensable, cruciale. L'assureur est un préventeur par définition. On voit bien, par exemple, sur les risques incendie, à quel point le risque a été réduit parce que l'assureur a posé un certain nombre d'exigences en amont de l'assurance en termes de prévention. Et donc, à force de prévention et de communication sur le sujet, le risque résiduel a été réduit beaucoup, vraiment significativement. Donc, il était indispensable de faire travailler ensemble les assureurs et l'industrie de la cybersécurité dans le but de produire des standards, un vocabulaire commun qui allait être porteur sur la prévention aux côtés des entreprises et qui devait permettre d'augmenter le niveau de résilience de manière significative. Vous parlez de poser un cadre, de définir un cadre, et j'ai vu dans le rapport qu'il y a une vraie problématique justement autour des définitions. Comment est-ce que vous définissez le risque cyber ? Alors, les définitions sont nombreuses. Moi, j'ai fait un recoupage en termes de définition et surtout, je me suis attelée à regarder ce qui se fait à l'international. Parce que faire ses propres définitions, c'est très bien. La problématique, c'est que le sujet cyber n'a pas de frontières et que ce soit l'industrie de la cybersécurité ou l'industrie de l'assurance, n'a pas de frontières non plus. On fait appel à des technologies, à la réassurance qui est mondiale, donc il faut standardiser même au niveau mondial. Vous m'avez demandé comment on définit le cyberrisque. Clairement, le cyberrisque, c'est toute problématique qui est posée par le dysfonctionnement de systèmes d'information, de données, et c'est du fait de l'humain. Voilà, la définition, elle est claire dans le rapport. C'est celle qui me semble la plus adaptée vis-à-vis de l'explicabilité
quant aux entreprises, mais aussi des agents d'État. On voit les hôpitaux, les collectivités locales qui sont attaquées. Et il faut être très clair sur la transparence. La cybersécurité est un risque opaque. Les risques incendie, le risque vol, c'est des choses qui sont palpables et donc qui sont plus ou moins claires pour tout le monde. Le risque cyber étant un risque numérique et impalpable, il est très difficile pour le commun des mortels, tous ceux qui ne se sentent pas concernés par le sujet numérique, qui ne travaillent pas spécialement dans la sphère numérique, quoique parfois le cordonnier est mal chaussé lui aussi. Il faut parler français et pas jargonner dans le but de faire comprendre réellement les termes, les impacts. Et donc, le système d'information, la donnée, c'est des choses qui sont totalement accessibles à la plupart des gens aujourd'hui en France. Et donc, c'est bien le dysfonctionnement du système d'information et c'est bien un impact sur l'activité économique ou l'activité non économique de l'agent concerné. Parce que on a mélangé aussi beaucoup les genres. Quand moi j'ai auditionné des professionnels, pourtant, par exemple, la fraude au président était considérée par certains comme une cyberattaque. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la fraude au président ? Alors oui, du coup, je vais décomposer. La fraude au président, c'est quand on appelle un membre d'une entreprise, souvent lié aux moyens de paiement, celui qui détient les moyens de paiement. On se fait passer pour le patron, par le chef d'entreprise, pour le président de l'entreprise, en demandant le versement d'une certaine somme dans l'urgence, dans le but de régler un problème de l'entreprise. Pourquoi ça passe ? Parce que les personnes qui organisent ça ont volé un certain nombre de données pour pouvoir se faire assurer la crédibilité de cet appel. Et donc, du coup, le directeur financier ou le comptable de l'entreprise finit par faire effectuer le paiement, alors même qu'il ne s'agissait absolument pas du chef d'entreprise. Mais le numéro de téléphone a été détourné, la voix a été détournée, le vocabulaire, un certain nombre de codes de l'entreprise, de manière à pouvoir rendre l'opération crédible. Donc, oui, il y a eu une cyberattaque souvent antérieure à la fraude au président pour obtenir les données nécessaires à sa réalisation. À la réalisation effectivement de la fraude. Cependant, on a aussi des règles en termes de justice en France, en termes de poursuite. Et donc, c'est le crime le plus lourd qui est poursuivi et c'est le crime principal. Le reste, ça devient des moyens. Donc, ce n'est pas assurable au titre de la cybersécurité, il me semble. Et même si la cybersécurité est à remettre en question et effectivement à faire en sorte que ces données-là ne puissent pas fuiter, globalement, c'est bien la fraude qu'on va poursuivre. Et c'est bien comme ça qu'on va identifier la chose qui s'est produite avec l'entreprise. Et en termes de fraude, en termes d'assurabilité, c'est tout à fait différent et ça n'a rien à voir avec la cyber. Donc, il faut vraiment être très clair sur ce qu'on y met parce que quand c'est flou, c'est impossible de faire émerger des vrais produits. C'est impossible de faire fonctionner un écosystème parce que tout le monde s'assure pour son logement. En France, ce n'est pas une assurance obligatoire, contrairement à ce qu'on croit, mais tout le monde le fait parce que c'est culturel. Et qu'est-ce qui se passe avec le logement, avec le véhicule, là où pour le coup le véhicule est obligatoire, c'est qu'il y a une interaction entre les assurés. Donc, il y a un partage du risque. Non seulement il y a une mutualisation à l'intérieur même de l'assureur qui assure plusieurs personnes, plusieurs biens, mais il y a aussi un partage du risque avec les autres assureurs du marché du fait que tout le monde bénéficie de l'assurance. En responsabilité civile, en automobile, en véhicule, en risque entreprise, parce que pareil, une entreprise ne peut fonctionner sans être assurée. Une association ne peut fonctionner sans être assurée, ne serait-ce qu'en responsabilité civile professionnelle. Et donc, il y a un partage de risque global. Quand
au risque cyber, il est tellement peu répandu aujourd'hui sur le marché qu'il n'y a pas de compensation. C'est-à-dire que l'assureur se retrouve non seulement avec un tout petit portefeuille où la mutualisation est déjà compliquée, mais en plus, il a personne contre qui se retourner le jour où le risque sur un de ses clients réalise, alors même que la faute pourrait être partagée. Par exemple, vous avez un virus qui a pénétré dans vos systèmes d'information par le biais d'un fournisseur ou d'un client. Et si celui-ci avait été assuré, le partage serait mis en place. Possible. Voilà, rendu possible. Vous avez absolument raison. Et donc, il faut effectivement massifier la pénétration du marché par l'assurance cyber et faire en sorte que la majorité, voire l'ensemble des entreprises, des collectivités territoriales, des établissements publics, l'État, mais aussi les particuliers, aient un niveau d'assurance et un niveau de prévention suffisant pour se couvrir. C'est un risque dit nouveau, mais il doit suivre le même schéma que les risques connus pour pouvoir être pris en charge. Il ne faut pas qu'une victime d'une cyberattaque se retrouve seule face à elle-même, face à ses doutes, face à ses problématiques et dans la crainte de ne pas pouvoir fonctionner normalement dorénavant, voire fermer l'entreprise, voire licencier les personnes. C'est un appel que vous lancez, j'ai l'impression, à notre tissu économique. Assurez-vous contre ce nouveau risque. Oui, mais pour qu'il s'assure, il faut que que la rassurabilité soit assurée. C'est-à-dire que, autant en 2017, les agents économiques disaient que c'était un non-sujet, autant en 2021, quand j'ai publié le rapport, les entreprises avaient tout à fait un autre discours. La plupart des entreprises, la grande majorité des entreprises sont conscientes du risque. La problématique, c'est qu'ils ne trouvent pas réponse sur le marché aujourd'hui, du fait même que l'offre ne correspond pas soit à leurs besoins, soit il y a une anti-sélection, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les exigences en termes de cybersécurité sont de tel niveau préalables mises en place par les assureurs que l'entreprise ne peut pas suivre. Et en plus, sans l'explication, c'est-à-dire qu'à travers le questionnaire, on dit vous n'êtes pas apte à être assuré, mais on ne dit pas en quoi l'entreprise n'est pas apte à être assurée. Comment parvenir à devenir assurable. Voilà, comment devenir assurable, comment réduire le coût de l'assurance, le montant de la franchise. Tout ceci n'est pas mis en œuvre parce que l'assureur travaille seul, encore une fois. D'une, il ne travaille pas en réseau parce que tous les assureurs en France ne pratiquent pas la cyberassurance. Et d'autre part, il ne travaille pas avec l'industrie de la cyber, alors que c'est indispensable. C'est-à-dire que l'assureur ne s'improvise pas garagiste quand il s'agit de réparer un véhicule. Il s'est mis en réseau avec des partenaires garages pour évaluer le risque, évaluer les dégâts, pour faire réparer les dégâts et ainsi de suite. Le contrôle technique est mis en place pour la prévention. Et donc, du coup, il y a un réseau aussi entre les assureurs et les techniciens. Tout le monde respecte la même norme qui s'appelle le contrôle technique pour un véhicule. Et il faut un contrôle technique cyber. Il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit accessible, il faut qu'il soit mis en place en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité, parce que chaque entreprise ne représente pas le même risque. Vous n'allez pas exiger la même chose d'une PME de BTP et un OIV. Ça paraît complètement logique, mais l'information auquel la PME peut accéder aujourd'hui librement sur Internet, ça va être les recommandations d'ANSSI qui sont faites plutôt pour des entreprises à fort risque ou à un positionnement stratégique, ou pour le coup, il faut que ce soit béton. Donc, il faut qu'on soit cohérent aussi et que le marché se prenne en main. Faute de quoi, on va se faire disrupter. On va se faire disrupter par des entreprises qui viendront de l'extérieur de l'Union européenne. Le sujet de la cyber est un sujet crucial pour la souveraineté nationale, souveraineté européenne, souveraineté économique. On a déjà perdu la bataille des agences de notation du point de vue financier. Aujourd'hui, Standard & Poor's, par exemple, pour ne citer que eux, peuvent dégrader la note d'un État, la note d'une entreprise, ce qui lui rend la vie très, très difficile ensuite sur le marché.
en termes d'emprunt, en termes d'évolution et en termes de développement. Et là, le critère cyber a pris de l'importance dans ces agences de notation? Le critère cyber a pris une importance vitale dans ces agences de notation. Il a pris aussi beaucoup d'importance depuis l'augmentation de la sinistralité auprès des assureurs. Et on fait appel aujourd'hui aux standards naissants, mais naissants aux États-Unis. Ça veut dire qu'on se désengage de la notation de nos entreprises, on se désengage de la réalisation du standard, et quand on ne maîtrise pas le standard, on ne maîtrise plus rien. C'est-à-dire que demain, ceux qui vont venir sur le marché européen utiliseront les normes que nous-mêmes aurons subies et installées chez nous, et nos entreprises auront beaucoup de mal, qu'elles soient dans la cybersécurité ou qu'elles soient dans l'assurance, d'y faire face, parce que quand vous ne maîtrisez pas le langage, ça ne suit pas, quoi. Enfin, on a vu le nombre de nouvelles technologies disrupter des technologies plus anciennes. Je ne sais pas qui c'est qui a encore un appareil photo argentique, mais voilà. Il faut maîtriser absolument ce qu'on veut mettre en place, les règles qu'on veut fixer, et le maîtriser pas forcément par la loi, mais par le marché. C'est ça mon appel, en fait. C'est de dire, coordonnez-vous, mettez en œuvre le nécessaire pour avancer, pour progresser, faute de quoi on va perdre la main, et dans 10 ans, on va subir complètement ce marché-là, parce qu'il existera. Les entreprises sont très demandeuses aujourd'hui. Les collectivités locales sont très demandeuses. Les établissements publics sont très demandeurs de pouvoir se protéger et pouvoir s'assurer. Donc, si nous ne leur fournissons pas le nécessaire, elles iront le chercher là où elles peuvent. Et on le voit bien avec d'autres technologies, avec l'IA, avec la blockchain, avec beaucoup de choses qui nous arrivent d'ailleurs, qui s'imposent sur notre marché, et qui ne répond pas aux valeurs que sont les nôtres, les valeurs européennes. Donc ça, le rapport que vous avez sorti, c'était il y a 1 an. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Comment le sujet a avancé depuis, et qu'est-ce qui se passe ? Qui a repris le sujet ? Alors, les pourparlers existent. Il y a beaucoup de gens intéressés par le sujet, mais je vois que peu de progrès sur le marché à proprement parler. Il y a des entreprises nouvelles qui viennent disrupter le marché de l'intérieur, mais sans que ce soit facile, parce qu'on ne leur laisse pas la place non plus. Et ils sont encore au niveau de start-up. Donc, avant de pouvoir prendre tout le marché, il se passera du temps. Il y a des entreprises, des start-up anglo-saxonnes qui, elles, ont commencé un tout petit peu plus tôt et qui commencent déjà à prendre de l'ampleur, notamment des américaines. Et donc, ça, c'est un petit peu inquiétant, pas parce que je suis anti-américaine, mais encore une fois, je reviens sur le sujet de la souveraineté. Et du point de vue légal, il y a eu des recommandations de fait par l'autorité, l'ACPR en France, l'autorité des assureurs, l'EIOPA, l'autorité européenne des assureurs, mais surtout pour assainir leur lisibilité sur leur propre portefeuille. Et donc, il n'y a pas eu de progrès significatif en termes de marché de l'assurance. Et puis, il y a le ministère de l'Intérieur qui a publié un texte qui est en cours de lecture, qui est déjà passé au Sénat et qui va arriver à l'Assemblée nationale sur un sujet particulier qui est le paiement des rançons. Mais plus globalement, on n'a rien qui a évolué significativement sur le reste de mes recommandations. Et en ce qui concerne la recommandation sur la rançon, le gouvernement... Vous pouvez nous en parler un petit peu, justement, remettre un peu le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre un cadre légal autour de, j'ai envie de dire, l'indemnisation des rançons par les assureurs ? Pour le coup, la question, je me la pose encore. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, il y a un peu plus d'1 an, il y a 18 mois, je dirais, Guillaume Poupart et moi-même, nous nous sommes exprimés. Guillaume Poupart, donc directeur général de l'ANSSI. Excusez-moi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pensais qu'il n'y avait plus besoin de le présenter, ce monsieur. Donc, Guillaume Poupart s'était exprimé lors
audition au Sénat, si je ne m'abuse, sur le sujet des rançons. Une audition dans le cadre de travail du Sénat sur l'intelligence économique. Et derrière, moi, je me suis exprimée aussi sur le sujet. J'ai entériné même le sujet dans le rapport, où je posais deux conditions à la chose. C'est-à-dire, d'une part, l'interdiction pure et simple pour les assureurs d'assurer et d'indemniser les rançons, mais aussi une interdiction pure et simple pour les entreprises qui ne sont pas assurées de payer les rançons. Du fait qu'on alimente la cybercriminalité en payant des rançons, et en plus qu'on est complètement incohérent par rapport aux exigences qu'on a eues vis-à-vis des PSAN, les intermédiaires en crypto-monnaie, et qu'on laisse les assureurs par ailleurs envoyer de la crypto-monnaie en CESU, et les entreprises aussi d'ailleurs. Ça faisait écho aussi à la législation américaine qui a eu pour le coup un effet bénéfique sur le niveau de cybercriminalité aux États-Unis. En tout cas, c'est ce que publie l'agence, l'équivalent de l'ANSSI aux États-Unis. C'est un recul significatif des ransomware sur le territoire américain suite à leur prise de décision d'interdiction. Alors, leur interdiction, elle est moins rigide dans le sens où c'est une interdiction par définition, mais ils n'ont pas le droit de payer la rançon, c'est interdit par la loi. Voilà, la loi interdit le paiement, sauf que, il y a toujours un mais. sauf des cas particuliers où l'agence, donc l'équivalent de l'ANSSI, et ou les services de renseignement américains, le FBI, décident qu'il est utile de payer la rançon dans un cas précis pour pouvoir suivre l'argent et poursuivre les criminels. D'accord, donc c'est dans un but d'enquêter derrière et de remonter jusqu'à l'attaquant, mais c'est pas l'objectif, c'est pas d'empêcher la faillite de l'entreprise. Absolument pas. Alors ça, pour le coup, ils ont complètement évacué le sujet avec l'interdiction. Et donc la déclaration est à faire, évidemment. Si jamais vous avez payé les rançons, vous êtes poursuivi et vous risquez pour le coup la fermeture. Mais pour l'administration peut procéder au paiement elle-même pour le compte de l'entreprise dans le but de pouvoir vraiment obtenir les renseignements nécessaires pour pouvoir poursuivre. C'est des cas extrêmement rares. C'est des cas qui sont décrits, pour le coup, il y a une forme de charte, si vous voulez. Donc, c'est pas au petit bonheur la chance, hein, c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est pas n'importe quel criminel, c'est vraiment quand ils ont estimé que c'est utile pour la justice américaine. En dehors de ces quelques exceptions, l'interdiction est posée. Et en tout cas, ils estiment qu'il y a eu un recul. En ce qui concerne la France, moi, non seulement je souhaitais qu'il y ait une interdiction française, mais je souhaitais qu'il y ait une interdiction européenne. J'avais contacté même l'ENISA et l'EIOPA pour qu'on travaille sur le sujet, sur l'élaboration du standard et sur l'interdiction, ainsi que la Commission européenne qui, elle, a la possibilité de créer une législation en ce sens. Enfin, et donc, à partir de ce moment-là, politiquement, j'estimais que le sujet était posé. Il méritait débat, mais il était posé. Ensuite, la Direction générale du Trésor a produit son propre rapport qui avait commencé avant la publication du mien et qui s'est terminé en septembre dernier, où ils ont une position un petit peu floue sur le sujet dans leur rapport en ce qui concerne le paiement des rançons par les assureurs. Le texte du ministère de l'Intérieur, sachant qu'il n'y avait rien de précisé auparavant dans la loi française, ni interdiction, ni autorisation du paiement des rançons. Les assureurs agissaient dans une forme dans une forme de zone grise, tout en sachant que l'assurance des rançons des personnes est interdite en France. C'est-à-dire que nous n'assurons pas les vies humaines pour nos expats, par exemple, qui travaillent pour des entreprises dans des zones dangereuses. Ce sont des assurances qui sont acquises par ailleurs. Donc, on a déjà une position éthique quelque part sur le sujet. Enfin, et donc, le ministère de l'Intérieur a glissé dans un texte concernant la police-justice la modification du Code des assurances dans son article 4 qui
n'autorise pas à proprement parler le paiement des rançons. Alors, en fait, qui exige à ce que les rançons payées par les assureurs soient déclarées dans les 48 heures après le paiement des rançons. Par l'entreprise. Par l'entreprise ou par l'entreprise, enfin un dépôt de plainte préalable à l'indemnisation de la rançon par l'assureur, mais dans les 48 heures après le paiement de la rançon. Donc, cet article, pour moi, pose plusieurs sujets. Évidemment, le sujet de base, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup d'entériner une forme d'autorisation, sachant qu'on alimente la cybercriminalité et là, on communique au monde entier, c'est open bar, venez, on assure et on paye. Et sachant que les cybercriminels, c'est pas l'image qu'on peut s'en faire à travers le cinéma. Ce sont des professionnels de leur métier, ce sont des criminels, mais ce ne sont pas des criminels qui se cachent dans les caves. Ce sont des gens instruits qui sont accompagnés par des professionnels du juridique, de la comptabilité, de la finance. C'est des gens très renseignés. C'est des gens qui sont fainéants aussi, et donc du coup ils vont plus simple et ils se renseignent beaucoup. Ce que vous dites, c'est que c'est pas des adolescents avec un sweat et capuche dans leur cave. Absolument pas. Ouais, c'est des vraies organisations professionnalisées. C'est des vraies organisations professionnelles qui font appel à des compétences qu'ils ont soit en interne, soit qu'ils acquièrent par ailleurs. Moi, j'ai auditionné un certain nombre de cabinets d'avocats qui m'ont raconté comment se passaient les négociations des rançons. Ça ressemble à une négociation entre deux entreprises qui veulent travailler ensemble ou acquérir les parts d'une autre. C'est-à-dire que vous avez de part et d'autre des gens en costume, en visio, qui négocient, qui discutent. Ce sont pas des gens que les délinquants qu'on peut s'imaginer dans des adolescents derrière leur ordinateur. Et vous estimez à combien de rançons demandées par an en entreprise en France? Alors ça, ce sont des chiffres et vous avez entendu certainement Guillaume Popard le dire assez régulièrement, ce sont des chiffres qui sont introuvables et impossibles à consolider. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ordre d'idée. Il y a notamment des études américaines qui ont une répartition un peu globale sur le monde. Je ne m'aventurerai pas à donner des chiffres puisque même l'ANSSI n'est pas capable de donner des chiffres. On ne souhaite pas les donner publiquement. Donc, pourquoi on n'a pas de chiffres, justement? Parce qu'il n'y a pas de déclaration. Justement, c'est ce que propose la loi qui est discutée en ce moment, c'est de porter plainte pour récolter cette fameuse donnée. On se trompe de débat. Justement, j'allais venir non seulement sur le principe, on est à côté de la plaque, me semble-t-il, mais en plus, c'est tout à fait inutile. Pourquoi c'est inutile? Parce que si vous avez consulté le rapport lucide de Amrae, le seul rapport aujourd'hui en France capable de donner à peu près les chiffres de qui est assuré et qui ne l'est pas en France, on constate que 84% des grands groupes sont assurés. Et ils ne sont pas forcément assurés en France, ils sont possiblement assurés à l'extérieur de la France, donc où la législation est différente, et notamment s'ils sont assurés aux États-Unis, la rançon, on l'a dit précédemment, elle n'est pas assurée. Ensuite, ce n'est que 84% des grands groupes, et le nombre de grands groupes, on le connaît, ils sont à peu près tous dans le CAC 40. Donc, ensuite, on a 4% des ETI, 4% des ETI, et on a 0,026% des PME, et on a 1% des collectivités territoriales. Donc ce débat sur l'indemnisation de la rançon concerne très peu d'entreprises au final. En fait, ça concerne très très peu d'entreprises. Donc, on ne dit rien sur les entreprises qui paieraient les rançons en dehors de l'assurance, puisqu'ils ne l'ont pas dans ce texte. Mais de fait, vu qu'on autorise une forme de paiement des rançons, ils se sentiraient peut-être aussi plus à l'aise dans leur décision de la payer. Ils ne vont pas porter plainte parce qu'ils n'ont pas demandé d'indemnisation à qui que ce soit. Donc, on n'aura pas mieux les chiffres en la matière. Et en plus, le dépôt de plainte dans les 48 heures après le paiement de la rançon, c'est vraiment pour faire de la stade.
C'est pour faire de la statistique. Oui, de la statistique, oui. C'est pas du tout pour poursuivre, puisque déjà Oui, on n'est pas dans un objectif d'enquête comme aux États-Unis, c'est ça que vous dites. Tout à fait, parce que déjà suivre un virement SEPA, si vous voulez, au bout de 48 heures, c'est fini. C'est plus la peine d'essayer de le trouver parce qu'à un moment donné, il se perd. Et pourtant, on a un système SEPA européen très solide avec un reporting bancaire qui est légalement contrôlé du fait du financement du terrorisme et des tournements de fonds et des choses comme ça. Mais quand bien même dans ce cadre-là, il est très difficile de suivre l'argent si on ne l'a pas suivi dès le départ. Alors, vous imaginez bien qu'un paiement de rançon en crypto-monnaie, il n'y a aucune chance qu'on puisse suivre qui que ce soit et retrouver l'attaquant. Donc, c'est vraiment purement et simplement pour faire de la statistique. Et qu'est-ce qu'on aura comme statistique in fine? Que sur les 4 entreprises assurées, 3, même pas, on ne saura pas combien ont été attaquées, parce qu'on va savoir que celles qui ont payé, afin qu'elles demandent l'indemnisation à leur assureur. Donc, sur les 4 entreprises assurées, on en aura 2 qui auront porté plainte. Super. On aura beaucoup avancé sur l'ensemble de la masse de l'économie française. Oui, il faudra prendre ça en compte quand on aura les chiffres annuels du nombre de rançons payées au final. Mais est-ce qu'aux États-Unis, s'ils ont interdit le paiement de la rançon, c'est pas aussi parce que leur marché de l'assurance est plus mature et que les assureurs peuvent se le permettre, dans le sens où en France, on entend beaucoup mais si on paye la rançon, c'est en dernier recours, c'est pour sauver l'entreprise, parce que sinon, elle va faire faillite, elle va mettre la clé sous la porte. Alors, j'ai eu beaucoup de chance de me rendre aux États-Unis en février dernier et de m'entretenir avec la conseillère cyber de Joe Biden, ainsi qu'avec les représentants de l'agence de cybersécurité des États-Unis. Ils ont exactement les mêmes problématiques que nous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence ni en termes de taux, parce on ne peut pas comparer le nombre d'entreprises parce que pour le coup, les États sont complètement différents et ont des tailles différentes. Mais si on prend le taux en termes du niveau de cybersécurité du ventre mou de l'économie américaine, ils sont au même niveau. Et les entreprises sont très mal cybersécurisées. Et en termes de mutualisation du risque ? Et en termes de couverture du risque, c'est exactement la même problématique. C'est-à-dire que même si le marché est plus mûr, il est mieux connu, mieux maîtrisé, vu l'inassurabilité du gros de l'économie américaine, ils se retrouvent face aux mêmes difficultés. Donc, ils maîtrisent mieux leur pricing vis-à-vis du risque. C'est-à-dire qu'ils prennent peut-être moins de risques, les assureurs, quand ils assurent, parce qu'ils maîtrisent un tout petit peu mieux le risque. Mais ils assurent peu d'entreprises aux États-Unis, finalement, par rapport au marché américain, au potentiel du marché américain. Ça continue à augmenter significativement. De plus en plus d'entreprises se mettent à niveau, mais quand bien même, ils n'ont pas tant d'avance que ça. C'est-à-dire que techniquement, les assureurs américains ont de l'avance, comme les assureurs britanniques d'ailleurs, parce qu'ils ont plus de données et ils ont commencé à travailler sur ce risque-là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Ils sont beaucoup plus experts du risque cyber que... Voilà, mais finalement, leur capacité à faire évoluer leur marché, elle est limitée par le fait qu'ils étaient moins... les entreprises ne se sentaient certainement pas concernées en 2010 comme elles se sentent concernées aujourd'hui. Le risque a évolué. Donc, il n'y a pas de différence significative sur le commun des mortels, dira-t-on, aux États-Unis. Après, voilà, ils ont plus d'entreprises de tech. Donc, ils ont eu aussi un développement des solutions peut-être plus anciens que nous. Cependant, vous voyez bien que les réseaux sociaux ont des problématiques régulières de cyberattaque. Donc, c'est pas être dans la tech, c'est pas un gage d'être cybersécurisé. Je vous le disais, parfois le cordonnier est lui-même mal chaussé. Et nous, on a un avantage, par exemple, le RGPD européen qui avait déjà mis un peu le pied dans le plat parce que la responsabilité des données personnelles que vous pouvez stocker vous oblige un petit peu à faire attention
à faire attention à comment vous les protégez. Je n'ai pas dit à les protéger volontairement parce que pour le coup, on voit bien que c'est très compliqué aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, c'est-à-dire que la problématique n'était pas la même non plus. On va dire qu'ils se concentraient plus sur la protection du secret des affaires que sur les données détenues. Voilà. On ne s'est pas attaqué à la même chose. Voilà. On s'est pas attaqué à la même chose en termes de législation et en termes du marché et de calibrage. Ils ont une meilleure uniformisation dans le sens où, travaillant sur le risque cyber depuis une vingtaine d'années, ils se parlent mieux et il y a une forme de standard qui s'installe petit à petit. Ce qui n'est pas le cas, qui n'est pas encore le cas chez nous. Voilà. Quand on regarde les différentes polices cyber qu'on peut trouver sur le marché français, il n'y a aucune chance que vous puissiez comparer une police avec une autre du fait que le vocabulaire utilisé n'est pas le même, les garanties ne correspondent pas du tout et donc du coup c'est pas clair. Le marché s'est pas constitué quelque part, si vous voulez, dans son unité. Et c'est pour ça que je recommandais d'ailleurs la création d'une branche qui permettait vraiment de mettre tout le monde dans le même panier et obliger les assureurs à uniformiser leur reporting, puisque la branche est faite aussi pour pouvoir mieux contrôler par les autorités le fonctionnement de la dite branche. Donc, on allait rentrer dans une uniformité de branche et donc ça allait rendre plus lisible l'offre à destination des clients. Très clair. Et compte tenu de l'évolution du risque cyber aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il faudrait rendre l'assurance cyber obligatoire ? Est-ce que c'est le cas aux États-Unis d'ailleurs ? Alors, je ne crois pas que ce soit le cas aux États-Unis, par principe même, parce que c'est un pays libéral. Mais je n'ai aucune certitude. Pour le coup, je vous dirais une bêtise en vous disant que je le sais. Parce que l'assurance habitation, elle est obligatoire, par exemple. Vous disiez aussi pour elle n'est pas obligatoire en France. Obligatoire c'est culturel, elle n'est pas obligatoire. En fait, les assurances obligatoires en France, elles sont peu nombreuses. Et c'est ce qu'on appelle l'obligation, c'est une obligation où il y a une répression pénale derrière, c'est-à-dire l'auto, la RC Pro, ce sont des assurances. L'assurance auto, elle est obligatoire. Voilà, l'assurance chasse, par exemple, sont des assurances dites obligatoires parce que vous pouvez faire de la prison si vous ne l'avez pas. Voilà. Les autres assurances sont des assurances qui ont été rendues obligatoires par le marché, par la société. Vous ne pouvez pas louer un logement parce que le propriétaire va vous exiger une assurance. Donc, il n'a aucune obligation légale de le faire, mais il le fait et tout le monde s'y plie, c'est comme ça. Même quand on vous achetez, votre notaire exige une attestation d'assurance lors de l'achat, alors que franchement, il n'y a rien qui vous oblige. Vous pouvez être ce qu'on appelle être dans l'auto-assurance, c'est-à-dire faire face à vous-même aux dégâts qui peuvent arriver dans votre logement. Il faudrait que l'assurance cyber devienne plus un réflexe qu'une obligation. Alors, à titre personnel, je suis parfaitement opposée aux obligations parce que j'estime que les obligations sont considérées comme, et notamment quand elles sont payantes, comme des taxes, ne sont pas mises en œuvre de manière optimale, sont considérées comme des contraintes. Et donc, c'est fait par-dessus la jambe, grosso modo. Après, je peux me tromper, mais j'estime que c'est au marché de faire le job et qu'il y a suffisamment d'acteurs aujourd'hui concernés par, en plus, le business réel que ça peut apporter, que nous devrions pouvoir régler ça sans poser d'obligation d'assurance. Et encore une fois, si vous posez l'obligation d'assurance, il faut aussi s'assurer de l'assurabilité. Donc, et là, on rentre dans un sujet très complexe parce que ce n'est pas à l'État de fournir les standards en matière d'assurabilité allant de la PME de l'agroalimentaire à la PME du bâtiment. C'est plutôt au marché de produire ces standards-là. Inscrire en plus des standards et des obligations dans la loi, pour moi, c'est une ancienne parlementaire qui parle. C'est se tirer une balle dans le pied parce que la loi ne peut être défaite que par une autre loi.
Et on a tendance à empiler les lois en plus sur un risque aussi évolutif que le risque cyber. C'est tout à fait inutile. Parce qu'on sera bloqué à un moment donné par la capacité de refaire ou de ne pas refaire une loi. Je dirais une année parlementaire, elle est aussi elle est composée de 365 jours, hein, comme une année chez les autres. Donc, quand vous avez d'autres priorités, à un moment donné, on va repousser la modification ou la modernisation d'un système sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Imposer cela par la loi est une erreur, à mon sens. Il faut soit que le marché bouge par lui-même, soit qu'il y ait une mise en œuvre des règles réglementaires, parce que le réglementaire peut être modifié à tout moment. Maintenant, je pense que la prise de conscience, autant l'évangélisation était nécessaire avant la crise de la Covid, autant aujourd'hui, je pense que la prise de conscience est nette. Il faut donner les moyens maintenant pour que cela fonctionne. C'est très clair. Vous nous le disiez, vous êtes ancienne députée. Aujourd'hui, vous êtes présidente de Women for Cyber, donc je change un peu de sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de cette association ? Alors, c'est une association loi 1901 qui fait partie d'un réseau européen qui, lui, pour le coup, est régi par une fondation privée, Women for Cyber Europe. L'idée est née dans l'esprit de Maria Gabriel, commissaire européenne, il y a quelques années, d'attirer les femmes dans la cybersécurité. Pourquoi elle a fait ça ? Parce qu'elle a constaté, comme nous tous, le manque des talents criants sur le marché européen de la cybersécurité et qui aurait des conséquences gravissimes puisque si nos entreprises ne peuvent plus embaucher, elles ne pourront pas développer de solutions. Si elles ne développent pas de solutions, on n'aura pas de solution souveraine. Et donc, soit ils seront obligés d'embaucher les gens venant de l'extérieur de l'Union européenne, ce qui, en termes de souveraineté, pose de vraies difficultés parce qu'on sait que l'espionnage industriel existe aussi en la matière. Soit les consommateurs seront obligés de se rabattre sur les solutions qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. Et là, à nouveau, on a un problème de souveraineté parce que la cybersécurité est extrêmement intrusive comme solution dans une entreprise, une collectivité ou dans un établissement public. Et donc, si pour vous protéger, vous êtes obligé de donner tous vos accès à vos données, mais aussi à la construction de votre réseau, à la façon dont sont attribuées les autorisations et les mots de passe. Là, pour le coup, vous ouvrez toutes les fenêtres et toutes les portes. Donc, il faut être sûr que la solution n'est pas pire que l'absence de solution. Donc, l'absence de talent était De manière générale, pas seulement là, on parle pas seulement des femmes. Non, l'absence générale des talents et que le vivier femmes n'avait été que peu exploité, voire pas du tout. Les femmes représentent aujourd'hui dans les 11% des salariés des entreprises de la cybersécurité. Donc, à partir de là, nous avons commencé à œuvrer. Le Women for Cyber France a vraiment pour esprit deux choses. Promouvoir les femmes dans la cybersécurité, c'est-à-dire apprendre aux entreprises à embaucher et à fidéliser les femmes qu'elles recrutent. Et promouvoir la cybersécurité auprès des femmes, là pour le coup, changer l'image de la cybersécurité, parce que c'est une image d'un milieu opaque, d'un milieu ultra masculin, d'un milieu très jeune et d'un milieu criminel. On parle beaucoup plus dans le grand public de cybercriminalité que de cyberprotection. Et quand on voit l'orientation naturelle des femmes, elles sont plutôt attirées par ce qu'on appelle le care en bon français, n'est-ce pas ? En tout cas, un accompagnement, une protection. Et ça, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel le milieu cyber communique. Et puis, à titre personnel, moi, il y a les sujets de biais cognitifs et biais culturels, ce sont des sujets qui m'intéressent depuis longue date. Et donc, j'apporte cette valeur ajoutée parce que les entreprises de la cyber
et des utilisateurs d'ailleurs ont toutes envie d'évoluer, mais elles ne savent pas par où commencer. Et donc, il faut leur apporter aussi les outils nécessaires à la modification de leur perception des choses. Quand vous publiez une annonce et il n'y a aucun CV de fille en retour, c'est que votre annonce ne correspond pas aussi à un public féminin parce qu'il n'y en a aucune qui se trouve suffisamment à l'aise face à votre annonce pour postuler, ne serait-ce que. Donc, il y a un vrai sujet de vocabulaire, il y a un vrai sujet d'image à travailler. Mais il y a aussi toute la partie autocensure côté jeunes filles et femmes en reconversion. C'est évidemment l'image de la cyber, mais aussi c'est la méconnaissance des métiers. Aujourd'hui, en termes d'orientation, ce sont les parents qui sont les premiers prescripteurs et ensuite c'est l'école, les conseillers d'orientation. Donc il faut communiquer avec le grand public, former les conseillers d'orientation, former les enseignants, former les formateurs plus globalement, notamment dans le cadre du SNU par exemple, pour communiquer sur tout le potentiel. Non seulement il y a un potentiel de carrière, mais il y a aussi un potentiel de salaire. Les salaires dans la cyber sont des salaires qui sont très généreux par rapport au reste du marché français. Donc, il y a des parcours de carrière à construire entre le public et le privé, par exemple, parce qu'il y a des engagements qui peuvent être temporaires ou pérennes, côté commandement cyberdéfense, côté ministère des Armées. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut en parler et il faut le mettre en avant, il faut le valoriser de manière à ce que ce soit attractif. Et donc, pour augmenter significativement le nombre de talents sur le marché du travail cyber européen, mais aussi pour plus d'efficacité. Plusieurs études à travers le monde prouvent que les équipes mixtes sont les équipes les plus performantes, d'une part. Et pour la peine d'avoir auditionné quelques chefs d'entreprise de la cyber qui ont des équipes mixtes, ils disaient qu'ils voyaient techniquement que ce soit les solutions de prévention ou que ce soit les réponses à incidents, les équipes mixtes sont plus créatives, leurs solutions sont plus solides du fait que les cybercriminels et les hommes de la cybersécurité, ce sont la même génération, ils ont fait le même type d'études, entre guillemets, ils ont un standard de pensée quelque part. Et quand on y a introduit dans les équipes de protection, on introduit les femmes qui ont une façon différente de réfléchir, du coup, elles apportent une valeur ajoutée complémentaire qui permet de rendre les solutions plus créatives. C'est super intéressant ce que vous racontez. Et du coup, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement? Quelles sont vos actions? Est-ce que vous allez dans les écoles, voir des jeunes filles qui sont sur le point de se lancer dans des études pour leur expliquer ce que c'est que les métiers de la cybersécurité et que c'est complètement accessible pour elles? À quoi ressemble votre quotidien en tant que présidente de Women for Cyber? Alors, le quotidien d'une présidente d'une association, c'est surtout lever les fonds pour pouvoir justement faire les démarches. Et donc, je permets de faire un petit peu de pub aussi. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de partenaires entreprises qui nous apportent un soutien financier et on saura bien leur rendre en termes d'accompagnement justement dans le cadre de féminisation de leurs équipes et dans la transformation en fait de leur process de recrutement. Alors, on a besoin de soutien, on a besoin de bénévoles évidemment, mais on a besoin de soutien financier aussi pour pouvoir avoir des actions. Donc à ce stade, nous avons déposé plusieurs dossiers de manifestation d'intérêt dans le but de former les formateurs de SNU, des intervenants de SNU. On ne pourra pas aller voir chaque collégienne et chaque lycéenne, c'est impossible techniquement. Elles sont bien beaucoup trop nombreuses sur le territoire français et ultramarin, il ne faut pas l'oublier. Une association ne peut pas se permettre forcément de faire des allers-retours réguliers à travers toute la France. Donc, il faut former les formateurs, il faut démultiplier en fait la formation. Donc, nous souhaitons former les intervenants de SNU. Nous souhaitons former les conseillers d'orientation. Nous souhaitons mettre en place un partenariat avec l'Éducation nationale dans le but d'introduire dans les circulaires du ministère les informations utiles
sur qu'est-ce qui est le milieu de la cybersécurité, quels sont les métiers qui existent dans la cybersécurité. C'est évidemment de l'évangélisation, parce que plus on fait de communication à destination du grand public, plus on atteint aussi les parents qui vont intervenir dans le choix d'orientation. C'est travailler avec les écoles d'ingénieurs, les facultés, pour d'une part les créations des formations mixtes, parce que un juriste spécialiste dans la cybersécurité, c'est extrêmement utile, mais aussi pour le changement d'image, parce que je vous assure qu'on entend beaucoup de choses sur les écoles d'ingénieurs, mais pas le fait que ce soit des écoles mixtes. Et donc là aussi, il y a un travail à faire pour que ces écoles soient plus accessibles et plus intéressantes pour les femmes. Donc, c'est vraiment accompagner la prise de décision en amont des études, l'accompagnement dans les études, que le cadre soit favorable. Ensuite, c'est le programme de mentorat pour accompagner celles qui sortent de l'école ou les jeunes professionnels en place pour qu'elles ne se sentent pas isolées. C'est de créer une forme de sororité aussi pour qu'elles puissent échanger sur leur parcours et sur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, mais aussi des choses bien qu'elles souhaiteraient partager, des trucs et astuces qui fonctionnent. C'est d'accompagner les entreprises pour qu'elles mettent en place des entreprises partenaires, pour qu'elles mettent en place les outils d'embauche et de fidélisation. Parce que il y a une sérieuse difficulté. On pourrait avoir échangé avec quelques jeunes professionnels. Il y a un sentiment du milieu hostile quand les jeunes femmes rentrent en entreprise, pas parce qu'on les aime pas ou on les traite mal, parce que rien n'est mis en place pour elles en fait. Et donc, même celles qui arrivent, parfois, elles quittent l'entreprise au bout de 3-4 ans, et même le milieu de la cybersécurité pour s'orienter vers un autre milieu. Donc, il faut les fidéliser, il faut les garder et les faire évoluer. C'est comme je vous disais, des partenariats avec des ministères aussi pour les parcours de carrière publique-privée. Il y a une association qui s'appelle Combattantes Numériques qui regroupe les femmes du ministère des Armées travaillant dans la cyber. Donc aussi ouvrir et voir comment on peut créer et sécuriser les parcours pour que les CV du public dans le privé trouvent écho et vice-versa. Et évidemment trouver les rôles modèles, incarner vraiment les parcours carrière, donner de l'information, communiquer plus largement, être présente sur tous les salons et sur les tables rondes pour parler de fond et pas uniquement de la féminisation, parce que nous avons des membres très compétentes qui peuvent apporter leur expertise aux côtés des hommes sur les tables rondes. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme qui souhaiterait se lancer dans le monde de la cybersécurité mais qui n'ose pas le faire, qu'est-ce que ce serait ? Alors, moi, j'ai une devise. Rien n'est impossible. La seule limite, c'est celle de notre imagination. Donc, il faut ouvrir ses chakras pour pouvoir s'autoriser à faire des choses. Ensuite, qu'elle vienne nous voir et qu'on discute et que je lui présente des personnes qui l'ont fait et qui ont non seulement survécu, mais qui s'éclatent. Et aussi qu'elle se renseigne sur tout type de métier qui peut exister, qu'elle ne se remette absolument pas en question. Elle est tout à fait capable. Il n'y a pas de... C'est des métiers qui sont des métiers de langage et pas uniquement des mathématiques, contrairement à ce qu'on croit. Ce sont des métiers de protection et pas des métiers de combat. Donc, elle aura toute sa place et puis elle pourra vraiment s'amuser parce que le job, en plus, les jobs sont variés. Le quotidien est varié. Ce n'est pas être enfermé derrière son ordinateur toute seule toute la journée. Donc, go, il faut se lancer. Le message est passé. J'ai vu qu'il existait un prix, le trophée de la femme cyber. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Je n'ai entendu parler, en effet.
Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de créer des prix réservés aux femmes pour ce genre de milieu-là? Alors, moi, je ne vais pas critiquer ce que les concerts ont mis en place. Donc, maintenant, je vais un peu faire un petit pas de côté. Et je vais vous parler des quotas. Je pense que pour le coup, ça répondra un petit peu à la question. Les quotas, c'est un fléau, mais ils sont absolument nécessaires. Donc, c'est nul, mais c'est nécessaire. Sans les quotas, on n'aura peut-être pas progressé du tout sur la féminisation de quelque métier que ce soit. Mais à la fois, c'est mal vécu et par ceux qui sont obligés de les respecter et par celles qui sont arrivées par les quotas quelque part, parce que finalement, on dévalorise leur capacité intrinsèque à être à cette place-là et on met tout sur le dos des quotas. T'aurais jamais été là s'il n'y avait pas le quota. C'est très désagréable à entendre. Moi, en politique, je l'ai entendu beaucoup. C'est-à-dire qu'étant une jeune femme de 32 ans élue à l'Assemblée nationale, on m'a dit c'est normal. Macron voulait 50% des femmes, il a pris n'importe lesquelles. Non, en fait, je l'ai gagné cette élection. J'ai la légitimité des voix et donc c'est pas Macron qui a voulu. Il nous a donné l'opportunité parce que la répartition des circonscriptions a été faite de manière équitable. Donc voilà, je pense que il y a besoin de valoriser les femmes, quelles que soient les choses qu'elles fassent, parce qu'elles ont été trop mises de côté. Nous avons été trop mises de côté dans l'histoire. À la fois, si on pouvait à terme l'éviter et plutôt valoriser, ou en tout cas chercher à valoriser les entreprises qui mettent en œuvre les outils de performance en termes d'embauche et de fidélisation des femmes, et c'est ce que veut mettre en place Women for Cyber. Je pense que ce serait plus efficace dans le sens où imposer de la féminisation, c'est bien. Leur donner les outils pour que ce soit efficace, c'est encore mieux. Donc, on va être complémentaire à toutes les lois qui sont en place aujourd'hui sur les quotas et les obligations des entreprises à féminiser leur personnel. Il y a de la mauvaise foi, elle existe partout, pas uniquement dans le milieu de la cyber, mais dans le milieu de la cyber, cette mauvaise foi, elle est résiduelle. C'est un milieu assez jeune qui n'a pas de gros soucis de sexisme. Par contre, c'est un milieu qui est devenu tellement masculin que l'entre-soi a produit une incapacité à visualiser les outils à mettre en place pour changer les choses. Et donc là, ils ont besoin d'un coup de main et nous, on est là pour le donner ce coup de main. Maintenant, les femmes de la nouvelle génération, celles qui sortent aujourd'hui des écoles, je rencontre de plus en plus de difficultés à les mettre en avant ou à les faire se mobiliser pour la cause parce qu'elles ne veulent pas être valorisées parce qu'elles sont femmes. J'ai souvent cette réponse-là, c'est-à-dire je suis une fille et en quoi c'est un sujet. Je ne veux pas parler que de ça. Oui, je vais peut-être rencontrer des difficultés, peut-être pas, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais objectivement parlant, je suis un professionnel de mon métier et je veux être traitée comme telle. Une professionnelle, pas plus, pas moins. Je ne veux pas être mise en avant sur une table ronde, sur un sujet parce que je suis une fille. D'un côté, je les comprends parce que par moments, ça peut être même dégradant. Et encore une fois, je vous parle de mon expérience politique, je le sais. On vous réduit qu'à ça. Mais de l'autre côté, on a quand même besoin de rôle modèle pour incarner. Donc, il faut trouver un juste milieu. Chez Women for Cyber, ce qu'on souhaite, c'est que nos membres féminins parlent de fond, parlent de sujets techniques, pas spécialement de leur parcours, pas spécialement de leur expérience, autant que femmes dans l'entreprise, mais de leur expérience en tant que professionnels de leur métier.
Je pense que c'est la meilleure façon de progresser et d'intéresser aussi les nouvelles générations ou celles qui sont en reconversion, parce que avoir l'image de la femme qui parle technique, c'est en soi incarner un rôle modèle. Et c'est un biais cognitif puissant. Et c'est un biais cognitif puissant. Il faut se donner, il faut se faire une représentation. Et se faire une représentation, c'est pas forcément entendre une femme de parler du fait qu'elle soit femme, parce que même si on est toutes différentes, quand on est une fille, on connaît un petit peu la vie d'une fille, quoi. Donc, on n'apprend rien spécialement. Et donc, on met un point d'honneur à mobiliser nos adhérentes pour les tables rondes. Autour de leur expertise. Autour de leur expertise. Ce qui n'est pas une évidence non plus, mais on va, petit à petit, on va y arriver. Les changements cognitifs et les changements des biais culturels, ce sont des changements qui doivent se faire en douceur. C'est pas, encore une fois, en imposant une norme, un standard, par la loi, qu'on arrivera à l'efficacité. C'est vraiment en apprenant de nos erreurs, en modifiant notre approche des choses, en prenant des exemples clairs qui peuvent illustrer les difficultés. Typiquement, sur les comportements. J'étais en train de représenter Women for Cyber à une réunion organisée par la région Île-de-France sur l'entrepreneuriat au féminin. Et donc, on a fait plusieurs ateliers, on débattait ensuite du sujet. Et la personne qui représentait la région disait comment on peut valoriser en fait l'entrepreneuriat au féminin, parce que quand on cherche, on a du mal à trouver. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de femmes qui entreprennent, c'est qu'elles ne répondent pas à vos sollicitations. Et elle disait, mais comment on peut inciter et accompagner et financer même l'entrepreneuriat féminin? Je dis, en changeant vos critères d'efficacité, en fait. Quand on finance une femme, on lui impose les standards d'efficacité, de rentabilité, d'évolution, qui sont des standards purement masculins, qui sont des standards purement chiffrés. Et donc, on a détruit, ou en tout cas, on a oublié toute la partie qualité. On a oublié toute la partie bien-être. Même dans le cadre de la RSE, on se retrouve avec des standards chiffrés, des pourcentages qui ne veulent rien dire de l'efficacité de la RSE. Donc, en mixant les deux types de moyens d'évaluer l'efficacité d'un investissement, vous allez avoir la réponse des deux côtés, en fait. Mais quand on vous dit vous aurez le financement à condition que, et vous devrez ensuite faire un reporting de telle manière, ça ne correspond pas forcément au langage féminin. Il ne faut pas nier la différence. On est tous égaux, on a tous les mêmes droits, on a besoin de parfois encore se battre pour les droits féminins, mais il ne faut pas nier les différences, parce que c'est bien la complémentarité. Et donc, il y a une différence, puisque le complémentaire fonctionne bien, qui va être efficace. Et donc, il faut aussi valoriser cette complémentarité et valoriser ces différences-là et pas les nier, parce que ça apporte une réelle valeur ajoutée. Ça apporte une réelle vision complémentaire et donc il faut mixer les sensibilités de manière à pouvoir mettre en exergue cette différence et cette complémentarité. Le message est passé. Merci beaucoup Valéria d'être venue nous parler de votre expertise sur l'assurance cyber.
de votre rapport sur la cyberassurance et de votre rôle en tant que présidente de Women for Cyber. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. À bientôt.